Et salut tout le monde, c'est Fred. Et salut tout le monde, c'est Théo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo. Le but étant de vous présenter rapidement tous les films qu'on a vus au cinéma et pas que, dans une vidéo qui sera plus ou moins courte. Voilà, des films qui méritent pas forcément qu'on s'attarde pendant 15 à 20 minutes dessus. Et vous allez vite comprendre pourquoi quand vous allez voir les films dont on va vous parler. Alors il n'y aura pas que des mauvais films, hein, mais il y aura quasiment que des mauvais films. Voilà, ce mois-ci, c'est pas forcément une très bonne fournée, quoi. Donc sans plus attendre, on attaque avec le premier, le plus vieux qu'on a vu, dont on n'a pas fait, dont on n'a pas consacré une émission entière dessus, c'est Divergent 3 au-delà du mur. Voilà, hein, on commence par un chef-d'œuvre donc, hein, voilà. Donc Divergent 3 réalisé par Robert Schwenke. Un grand réalisateur qui a d'ailleurs fait R.I.P.D. R.I.P.D. Ouais, c'est ça. Qui était marrant. Qui est un peu plaisir coupable quand même, j'avoue que c'est hideux visuellement, mais c'était assez drôle à suivre. Moi, j'ai bien aimé ce film. Shailene Woodley, Theo James et Zoe Kravitz. Et on a aussi Miles Teller, Naomi Watts et Jeff Daniels. Donc voilà, tournons pas autour du pot, hein. On peut pas dire que c'était... Bon, on s'y attendait que ce soit nul, parce qu'on avait vu les deux premiers. On avait même vu le deuxième le week-end avant la sortie, parce qu'on voulait aller au bout des choses, voilà, pouvoir tout analyser, et c'est de la merde. C'est de la merde, et c'est même pas marrant, tellement c'est de la merde. Autant le 2 était marrant à certains moments parce que c'était mauvais mais ça en devenait marrant, autant celui-là, ben y a rien qui est marrant. Voilà. Il y a juste 2-3 passages qui m'ont assez fait rire. Mais c'est tout. Après, c'est d'un ennui total, c'est mal réalisé, c'est mal écrit, c'est de la merde. Voilà, c'est d'ailleurs un peu comme le 1. Le 1 aussi était très nul sans être drôle. Ce qui était une vraie plaie à suivre, et ben là c'est encore une fois le cas pour ce troisième. Troisième qui mélange d'ailleurs un univers mi-Oblivion, mi-Mad Max qui est assez, au final, perturbant. Ça aurait pu être une bonne idée, mais non, c'est mal réalisé, donc c'est pas une bonne idée. Ouais, effectivement, visuellement, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a des effets de lumière qui sont franchement pas jolis. Les scènes d'action sont mal filmées. Il y a un combat qui commence plutôt pas mal, et puis malheureusement, le héros se téléporte de 3 mètres au milieu, donc ça gâche un petit peu tout. Les CGI sont plutôt bons, mais par contre, toutes les idées du département artistique sont nulles, parce que c'est juste moche. Et au niveau scénario, il n'y a rien qui pour rattraper ça. C'est écrit par Akiva Goldsman, qui est un des pires tâcherons d'Hollywood. C'est le mec qui a commis les Batman et Robin et Batman Forever. Hein. Voilà, c'est un mec qui a quand même enterré la saga Batman. Et il revient, hein. On donne encore du boulot à ce type. Et c'est bourré de scènes débiles du genre je regarde une flaque d'eau, je sais instantanément que parce qu'elle est colorée en rouge, elle est radioactive. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et il y en a 50 à la minute. Et ça sort du film complètement. Dernier opus qui sera d'ailleurs en 2 parties, comme toutes les sagas actuelles le font pour faire plus de fric. Voilà, la saga en elle-même se veut être une métaphore sur l'adolescence et tous les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes, mais c'est franchement d'une lourdeur hallucinante. Tous les adultes du film sont des connards. Voilà, Jeff Daniels et Naomi Watts, ils font peine à voir de les voir jouer dans ce film tout pourri, alors que c'est quand même des bons acteurs. Shailene Woodley, elle est pas mauvaise actrice, hein, je l'ai vue dans des bons films où elle jouait bien, mais là, voilà, c'est le rôle qui fait que malheureusement, il n'y a rien à sauver. Pareil pour Theo James, qui est lui à donf dans son rôle. Hein, le mec est sûr de faire un putain de chef-d'œuvre. Bon, il s'est trompé, c'est malheureux. Mais c'est d'ailleurs le seul acteur que je sauverai de la saga, parce que justement il s'implique et il essaie d'apporter quelque chose à l'œuvre. Même si c'est assez raté, on peut quand même lui accorder ça. Et autre bon acteur dans le film, c'est Miles Teller, qui lui a fait un bon film qui a été encensé par la critique, c'est Whiplash. Et on sent que lui, comme il sait qu'il va trouver du boulot après le film, il en a rien à foutre. D'ailleurs, c'est assez hilarant de le regarder parce que c'est un petit peu un des ressorts comiques du film. Et il en a tellement rien à foutre dans le film que des fois, il est en second plan, il se met à faire des impros, il fait des mouvements bizarres. On sent que c'est pas du tout préparé, mais c'est presque le seul qui doit s'amuser sur le tournage, on a l'impression. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un très mauvais film. Et juste, un dernier truc à dire, moi. Concernant la caractérisation d'un personnage, c'est le personnage du frère de l'héroïne, qui est joué par Ansel Elgort. Ce personnage est censé être de la classe des érudits, et du coup, tout ce qui caractérise son personnage, c'est qu'il est intelligent, mais qu'il ne sait rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'il est à 2 doigts de l'handicap moteur. Le mec ne sait pas courir. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, tout son jeu d'acteur est basé sur le fait qu'il ne sait pas se déplacer. À chaque fois qu'il marche, à chaque fois qu'il court, on a l'impression qu'il va se péter la gueule. C'est d'une débilité. C'est le côté un peu hilarant du film, hein. Voilà, on a dit que on rigolait pas trop, mais ça c'est très drôle à voir parce que voilà, dès qu'ils se font poursuivre par quelque chose, ils sont tous devant et puis t'as lui qui est 10 mètres derrière en train de se gameler à moitié. Tout est dit sur le film. Donc, ta note, on l'aura bien compris, à pas voler très haut. Oh, c'était un 0 pointé, moi j'ai mis 1 sur 10, voilà, la pire note possible. Bon, moi je mettrais 2 juste pour Theo James. Et Maggie Q. Le film suivant qu'on a vu, c'est 10 Cloverfield Lane.
qui était censé être la suite de Cloverfield, qui était d'ailleurs au passage un très bon film en found footage. Je n'aime pas du tout ça et pourtant je me suis régalé en regardant Cloverfield. Donc j'attendais j'attendais un petit peu depuis qu'il avait été annoncé ce Ten Cloverfield Lane. D'ailleurs, un gros mystère autour de ce film qui a été dévoilé très peu de temps à sa sortie. Mystère bien évidemment mis en place grâce à J.J. Abrams. Ouais, effectivement, un film qui partage en fait un univers à Cloverfield, puisque c'est plus qu'une suite en fait. C'est juste qu'ils font partie du même univers où, si vous avez vu Cloverfield, vous savez ce qui se passe. Cloverfield, qui d'ailleurs, effectivement, est un des films qui a le mieux compris l'intérêt d'utilisation de la technique du found footage, qui est maintenant utilisé à tort et à travers par les films d'horreur pour faire des films à petit budget avec des grosses recettes qui sont pas bons. Et donc, ouais, dans Ten Cloverfield Lane, couillu, moi j'ai trouvé que c'était très couillu en fait de faire un film qui partage l'univers avec Cloverfield qui est une espèce de gros blockbuster et de faire une suite qui n'a rien à voir en fait dans la forme avec justement le premier opus, puisque c'est un huis clos, un thriller presque, même carrément un thriller. Donc ça n'a pas grand chose de comparable avec justement le premier opus, et ça c'est très couillu de faire des films qui sont à la fois en rapport mais qui en même temps prennent des voies complètement différentes. Donc à la réalisation, on retrouve un réalisateur nouveau, jeune. Enfin jeune, je sais pas si il est jeune, mais qui a fait très peu de films dans sa carrière. C'est Dan Trachtenberg. Novice, exact. Dan Trachtenberg qui a été repéré grâce à un court-métrage adapté de l'univers du jeu Portal. Au casting, on retrouve Mary-Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr. et un caméo vocal de 10 secondes de Bradley Cooper, qui fait que lorsque vous tapez le nom du film sur Google, vous tombez en gros sur Bradley Cooper au casting. Ce qui est un petit peu menteur, hein. Vous attendez pas à voir Bradley Cooper débarquer comme ça d'un coup, on le voit pas dans le film, hein. On l'entend, et encore si vous regardez le film en VF, vous n'allez pas vraiment le reconnaître. Donc voilà. Alors parlons-en de ce film qui a des critiques relativement très positives, et qu'on a pourtant pas vraiment aimé, hein. Bah non, c'est plutôt surprenant. C'est un huis clos donc qui reprend l'univers de Cloverfield. Ça aurait pu être un bon huis clos, mais non. Moi, je trouve quand même que l'écriture en elle-même n'est pas mauvaise. Franchement, alors à l'écriture, c'est d'ailleurs... tout est lié en fait. C'est celui qui a réalisé tout simplement Whiplash, Damien Chazelle qui est à l'écriture. Et franchement, c'est plutôt à sauver. Il est pas mal écrit le film. Là où il pêche, c'est au niveau de la réalisation, hein. Dan Trachtenberg, il fait vraiment pas le job. Oui, le scénario n'est pas mauvais, il y a des idées à sauver, c'est sûr. Mais vraiment, la réalisation est horrible. Déjà, ce qui m'a marqué le plus dans ce film, et j'en avais même mal aux oreilles quand je suis sorti de la salle, c'est le son. Le son est affreux. C'est un des pires films que j'ai vus au niveau des effets sonores. Les effets sonores sont en volume beaucoup trop fort, ça sature énormément, ça fait même des sifflements, c'est une horreur, je n'en pouvais plus me tarder qu'un seul truc, c'était que le film ne termine. Et avec en prime, donc une bande originale, donc de la musique qui est vraiment très médiocre, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit moment de tension, ça démarre sur une espèce de musique de suspense digne d'une série télé, ça fait enfin, c'est vraiment, mais c'est cliché, mais c'est nul. Vraiment, c'est un énorme point noir, je trouve, pour le film. Et puis dès que ça commence un petit peu à bouger, dès qu'il y a... Alors on est dans un huis clos, donc ça bouge pas non plus très souvent, mais les rares fois où ça bouge, c'est hyper confus. On comprend pas grand chose à ce qui se passe. Et là, c'est un petit peu la base quand on est un réalisateur d'arriver à faire en sorte qu'on comprenne à peu près ce qui se passe quand il y a des scènes d'action. Et bien là, c'est pas le cas. Oui, surtout que l'espace est assez restreint. Les acteurs sont plutôt bons quand même, si on doit sauver quelque chose en plus de l'écriture, c'est quand même les acteurs qui sont vraiment pas mauvais, hein. En même temps, il y a que des bons acteurs, donc il n'y a pas de raison qu'ils livrent des performances mauvaises. Par contre, au niveau de leur utilisation, on a John Goodman qui est filmé en train de faire des regards caméra menaçants pendant tout le long du film. Au bout d'un moment, voilà, si ça vous met pas la puce à l'oreille au bout de 2 minutes que ça va être un connard, voilà, petite spoiler alerte, voilà, je sais pas ce qu'il vous faut. Là encore, la finesse n'est pas présente. Et la finesse n'est pas du tout de mise également sur les derniers plans, où le film prend en revers tout ce qu'il avait mis en place tout au long du film, en ce qui concerne le personnage principal incarné par la nénette. Mary-Elizabeth Winstead, qui en fait devient une badass. Bon, vous l'aurez compris, pas grand chose à dire sur ce film, on va rapidement donner nos notes. Moi j'ai mis 3 sur 10, parce qu'il y a quand même des bonnes idées niveau scénario, mais le reste était très très moyen. Également, moi aussi j'ai mis 3 sur 10 pour les mêmes raisons. Ah, le film suivant est un film que j'attendais, qu'on attendait tous les deux, parce qu'on savait que ça allait être un gros nanar, à savoir si le nanar allait être bon ou pas, c'est God of Egypt, réalisé par Alex Proyas, un réalisateur qui est quand même quelqu'un de relativement respecté, puisqu'il a fait un film qui est devenu culte, qui est Dark City. Et il est également aussi connu pour iRobot.
également. Et puis même, il avait fait The Crow au début. Enfin, il a une filmographie qui est quand même plutôt respectable. Bon, même si tous les deux, on n'est pas vraiment fans de Dark City, faut pas trop le dire. Non, c'est un film qui avait de très bonnes idées, mais qui était quand même très lent et au final assez ennuyant. Voilà, nous on n'est pas fans, mais on reconnaît quand même les qualités de ce film et c'était quand même un bon film, surtout que c'était un de ses premiers films. Qui a eu la malchance de sortir 2 semaines ou 3 semaines avant Matrix, du coup, il a fait un énorme bide. Et au casting, on retrouve Brandon Thwaites, Nicolas Coster-Waldau, Acteur Game of Thrones, la française Elodie Yung, Cocorico. Il y a Geoffrey Rush également. et le génialissime Gérard Butler. Et là, on tombe sur pourquoi t'attendais ce film et pourquoi c'est presque un plaisir coupable pour toi, j'ai l'impression. Ben ouais, mais faut dire que la bande-annonce était assez... Elle donnait envie parce que on avait l'univers donc égyptien qui mélangeait des dieux, les dieux et les hommes, qui se battaient tous contre des créatures, des grands serpents, enfin plein de trucs. C'était un film qui s'annonçait être un gros nanar, mais assez marrant, assez bourrin. Avec un espèce de concert de CGI qui semblait venir de tous les côtés, partir dans tous les sens. Et bien c'est le cas. Mais oui, c'est le cas. Et c'est pas trop mal. Moi, je me suis pas... Le truc qu'on retiendra, c'est qu'on s'est pas du tout ennuyé devant Cannes. Alors, moi, c'est un film qui a à la fois des côtés assez positifs, mais qui a aussi des trucs assez négatifs, et on va en parler. C'est franchement, je suis partagé sur le film. Bon, on va commencer par ce qu'il y avait de positif dans le film. Un truc très important à soulever, c'est que le film était en 3D, ce qui faisait peur quand même, parce que vu le nombre de CGI qu'il allait avoir, on s'attendait à un amas de pixels qui n'allait pas être très joli. Et en plus, on déteste tous les deux la 3D. En plus, on déteste la 3D. Et là, grosse surprise, c'est une 3D magnifique. Elle est parfaite, c'est hallucinant. C'est hallucinant, je suis impressionné, mais à la fois déçu que ce soit sur ce film qu'on ait enfin une 3D parfaite, alors qu'on l'attend depuis que la 3D existe. Enfin, on a quand même eu des films très très bons en 3D, mais à ce niveau-là, j'ai halluciné. Moi, je m'attendais plus, j'avais complètement lâché tout espoir en concernant la 3D, et puis ce film est arrivé. Voilà, il aura fait au moins ça. Elle était tellement parfaite qu'à un certain moment, j'ai levé les lunettes pour voir s'il était vraiment en 3D, et il était bien en 3D, parce que sans lunettes, je voyais tout en double. Et là, elle était magnifique, hein. Franchement, rien à redire, la 3D était impeccable. Ce qui est complètement quand même what the fuck, quand on sait que Star Wars était affreux niveau 3D, là on a un God of Egypt avec 150 millions de budget qui est magnifique niveau 3D. Et après, visuellement, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Déjà, il y a une idée qui est scénaristique, mais qu'on retrouve dans le visuel, c'est le fait que les personnages qui sont des dieux sont beaucoup plus grands que les hommes. Environ 2 fois plus grands. Voilà. Et visuellement, ça rend super bien, c'est impeccable. On voit vraiment pas du tout le trucage, le montage. Franchement, bravo sur ce point de vue-là. Et après, on a également quelques idées visuelles assez intéressantes. On a les dieux qui ont du sang, qui est de l'or. Alors, malheureusement, je trouve que c'est pas forcément trop exploité. Il y aurait eu moyen de faire des plans vraiment assez iconiques, justement en utilisant ça. Il y en a un ou deux. À mon avis, c'est pas trop exploité parce que le film est tout public. S'il y avait eu plus d'exploitation au niveau du sang doré, ça serait passé en PG-13. Non, il est PG-13, ça serait passé. Ça serait passé sur la classe au-dessus, donc ça aurait forcément fait un peu moins d'entrée. Ouais. Après, je pense que justement la couleur du sang fait que, comme le sang était justement jaune, ils auraient peut-être eu la possibilité d'utiliser plus que si ça avait été du vrai sang. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était à la fois malin et visuellement ça aurait pu donner des choses vraiment, vraiment cool. Il y a un plan où c'est vraiment très bien utilisé. Après, pour le reste, c'est assez anecdotique. On voit juste des petites gerbes dorées, quoi. Et après, visuellement, il y a des CGI qui sont vraiment impeccables. Ah oui, il y a de très beaux CGI. Faut dire que le film est rempli de CGI, donc heureusement qu'il y en a des jolis. Et c'est là le problème, c'est qu'il y en a aussi quand même qui sont quand même affreux. Ouais, voilà, c'est une bouillie numérique. Il y en a qui sont réussis, et puis il y en a d'autres. Il y a des fonds verts quand ils sont sur des espèces de chars, mais c'est ridicule, c'est hallucinant. Comment on peut passer de CGI parfait à ça? L'explication, il n'y a aucune logique. Moi je dis c'est un clin d'œil au péplum des années 50. Voilà, le truc est mal fait, du coup c'est un clin d'œil, c'est parfait pour s'échapper, mais voilà. Et comme je dis, il y a énormément de CGI, et ce qui fait que des fois, il y a des espèces de doublures numériques d'acteurs qu'on grille de suite, qui sont très très moches, notamment dans des combats. Mais globalement, l'aspect visuel et la réalisation est plutôt réussi. Ouais, moi je dirais que c'est... Il y a du positif et du négatif, moi je dis que c'est au milieu, hein, du coup c'est moyen. Moi je dirais que c'est moyen plus quand même. Bon, en ce qui concerne le scénario et la globalité du film en général, God of Egypt, on peut lui reconnaître qu'il n'est pas du tout ennuyeux. Il dure 2 heures environ, je crois, ça passe rapidement, c'est plutôt bien rythmé, c'est certes un scénario très basique, comme on en a déjà vu à 40,
Mais bon, pour moi ça marche et je me suis pas ennuyé devant et c'est vraiment le principal. Ouais, effectivement, c'est un film qui n'est pas ennuyeux, il faut lui reconnaître cela. Néanmoins, moi j'ai toujours un problème, c'est que le film, même s'il en est conscient, est quand même très très con, on enchaîne les clichés, on a plein de scènes qui sont un petit peu débiles, comme il y en a dans beaucoup de blockbusters de pas très bonne qualité. Et le fait que le film, je pense, en soit conscient, parce que Alex Proyas, il est pas débile, il le sait qu'il fait pas forcément le futur chef-d'œuvre de l'année, même si le film en est conscient, moi, ça ne change pas le fait qu'il est un petit peu con sur les bords, et du coup, je bloque sur ce point-là. Même si le film offre seulement ce qu'il promet, à savoir du divertissement pur et dur, et pas forcément une énorme réflexion métaphysique sur la religion égyptienne, ni une reconstitution historique de l'Égypte antique. Et juste concernant les acteurs, autre petit reproche, Brandon Thwaites joue très 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 mal. Bon, vas-y, je te laisse commencer par les notes. Du coup, forcément, voilà, j'ai aimé quelques trucs, un petit peu à l'image de Ten Cloverfield Lane, hein, il y a des trucs qui passent, et il y en a beaucoup qui passent pas. Donc pour moi, c'est également un 3/10. C'est quand même dur, hein. Pour moi, ce sera un 5 sur 10 parce que je me suis vraiment pas fait chier devant. Oui, c'était un bon divertissement et je le prends en tant que tel, donc moi je mettrais 5 sur 10. Alors le prochain film est un film qui tente une certaine expérience, une originalité. C'est la vue subjective ou la vue à la première personne. C'est Hardcore Henry, pardon. Donc réalisé par Eliane Schuler. Et pour le casting, il y a quelques têtes connues quand même. Il y a Charles de Couplet qui s'amuse comme un petit fou. Il y a Tim Ross qui est là pendant très très peu de temps, mais qui est là. Et il y a également la charmante Ali Bennett. Alors en ce qui concerne la réalisation, ce qu'on attendait le plus du film, parce que le film se porte essentiellement sur la réalisation plus que sur le scénario, filmer tout à la première personne comme un jeu vidéo, comme un FPS, et c'est bien là à la fois l'idée originale et le problème. Ouais, c'est un concept qui est vachement intéressant, un concept que j'attendais beaucoup, parce qu'il était assez prometteur sur beaucoup de choses qui vont souvent pas dans les autres films, à savoir les scènes d'action, et puis on pourrait avoir un angle de vue totalement différent sur justement ces scènes d'action, en plus de les avoir bien filmées. Mais, mais non. Le problème, c'est que toute l'action est très confuse. Le montage est affreux, ce qui est quand même bête, puisqu'on aurait pu penser qu'on aurait des grands plans séquences, puisque le mec, enfin, on voit tout le temps en première personne. Ça aurait été l'opportunité à rêver pour faire un plan séquence de fou et bien filmer une action. Et bien non, c'est surcoté, il y a des téléportations qui sont vachement gênantes. C'est vraiment pas bien réalisé. Et c'est fortement dommage. Et justement, le fait qu'on soit en première personne rend justement ces coupes au montage hyper dérangeantes parce ça déstabilise justement du fait on est censé être dans la peau de quelqu'un et pourtant on a des coupes au montage. C'est pas comme dans une scène d'action qui est filmée de façon normale ou même dans un film qui est filmé de façon classique parce que là on comprend que c'est du langage cinématographique alors que là on est censé justement oublier ce langage cinématographique puisqu'on est censé être dans un truc qui est totalement différent. La caméra bouge énormément, toi je sais Frank que tu détestes ça et moi non plus je suis pas un très grand fan quand c'est mal fait et là ça bouge énormément. En plus, comme c'est pas forcément un film qui est hyper friqué, puisque un film a beaucoup d'origine russe dans le film au niveau de la production, etc., même si c'est filmé en langue anglaise, il y a des CGI qui sont pas forcément très réussis. On a notamment à la fin du feu, c'est Collector. C'est un. c'est C'est assez. aussi bien fait que de Counter-Strike. Voilà, à peu près. La musique n'est vraiment pas géniale. Moi, j'ai pas du tout aimé la première partie du film où c'est beaucoup de dubstep pour rythmer un petit peu comme c'était une frag movie. Et ça marche pas vraiment. La fin s'améliore parce qu'il y a un peu plus de Queen ou de musique très sympathique. Et c'est en même temps la fin qui est le mieux dans le film. Une musique qui, en plus, pendant la première partie du film, est intradigétique et qui, au bout d'un moment, ça change complètement et devient complètement extradigétique. Ça change, comme ça, du jour, fait, d'une minute à l'autre, sans qu'on ait vraiment de justification pour ça. Néanmoins, malgré tous ces points négatifs, qui sont des points quand même hyper importants pour un film qui se veut être un film d'action, je vais quand même défendre le film sur un petit truc. En tant que film, c'est un très mauvais film d'action. Mais je pense pas qu'il faille vraiment le voir comme ça, parce que pour moi, c'est plus une attraction style le Futuroscope qu'un véritable film. Ce n'est pas un film ce truc, parce que c'est pareil. Les scènes d'action s'enchaînent pendant la première partie du film, c'est hallucinant. Elles s'enchaînent. Des fois, il n'y a aucun lien. Vous êtes dans une forêt et paf, il y a un tank qui arrive, sans qu'il y ait aucune explication, juste parce qu'il faut une scène d'action stylée avec un tank. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans certaines attractions, comme je disais au Futuroscope, où voilà, au niveau de la narration, ils envoient les trucs sur le côté parce que il faut juste en mettre plein les yeux au spectateur. Et là, c'est exactement ce que fait ce film.
Je me suis fait chier comme un rat mort un petit peu parce que justement c'est de l'action pour de l'action pour de l'action et ça en devenait épuisant pendant la première partie du film. Et au milieu du film, je me suis fait la réflexion, il faut que j'arrête de voir ça comme un film, visiblement c'en est pas un. Il faut que je vois ça comme une pure attraction. Et j'ai bien plus apprécié la seconde partie du film grâce à ce point de vue qui était complètement différent. En tant que film, c'était un ratage, mais en tant que, comme je le dis, une attraction pure et dure en POV, ben ça passe. Sans être extraordinaire non plus, mais ça passe. Ouais, mais c'est bien là le problème. Moi, cette œuvre, je le prends comme elle est vendue, c'est-à-dire comme un film, et c'est pour ça que je vais mettre une très mauvaise note dessus. Je vais mettre 2 sur 10. Pourquoi je ne mets pas 1? Parce que le film est quand même interdit au moins de 16 ans au cinéma. Le film est assez gore. On peut, ben c'est un des rares points positifs qu'on trouve dans le film, c'est que le gore est plutôt bien fait, et c'est sympa d'en voir quand même un peu plus souvent au cinéma. Donc, Il y en a beaucoup, hein. On passe un peu pour des psychopathes, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. C'est de plus en plus des films qui sont assez aseptisés, et là, le film, il voilà, va franchement avec les là le méglobines. film est complètement débridé, il y a des idées assez what the fuck qui sont assez marrantes, et du gore finalement très sympa. Donc c'est pour ça que je mettrais 2 sur 10. Moi, de mon côté, ben, comme vous l'avez compris, je suis un peu embêté pour le noter, justement, parce que, voilà, effectivement, c'est pas un film. C'est du gameplay de jeu vidéo pendant 1 heure et demie, qui peut être plaisant quand on a un certain état d'esprit, et qui peut être assez saoulant lorsqu'on va voir ça en tant que pur objet cinématographique. Du coup, pour la note, je suis vraiment très embêté. Je voulais pas le noter, ce film, parce que pour moi, c'en est pas un. Si je dois le noter en tant que film, c'est catastrophique. C'est pareil, c'est du 2 sur 10. Mais si je dois le noter en tant qu'attraction Futuroscope, c'est du 5 ou 6 sur 10. Donc ben voilà. Si vous voulez voir un truc, si vous voulez aller au Futuroscope sans vouloir aller péter à Poitiers, ben vous allez au cinéma et vous allez voir ça. Alors maintenant, notre objectif de cette vidéo était de vous proposer des films personnels qu'on a vus, qui n'étaient pas forcément, qui ne sont pas sortis au cinéma, parce qu'ils sont plus ou moins vieux, enfin des films qu'on a vus durant ces 2 derniers mois. Le problème, c'est que c'est bien durant ces 2 derniers mois. L'objectif de la vidéo, c'est d'en sortir une par mois. Donc là, on est déjà à environ 4 ou 5 films vus au cinéma. La vidéo commence à être longue. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, on vous proposera qu'un seul film personnel. Donc je te laisse commencer, Théo. Ben moi, c'est un mois assez brouillon, puisque là, on a donné que des mauvaises notes sur les films cinéma. Et moi, j'enchaîne avec Flashdance, un film mythique des années 80 que j'ai vu, et qui est c'est irregardable. Pour moi, c'est le film de bof des années 80. Voilà, on filme le cul de l'actrice de long en large et en travers, on fait des gros zooms dessus, dès qu'il y a un numéro de danse, on filme que les formes de l'actrice, à aucun moment on s'intéresse vraiment à ce qu'elle fait en tant que danseuse. J'ai repéré 2 scènes de danse où c'est à peu près bien filmé, où on n'a pas des zooms sur certaines parties du corps de l'actrice. Euh, il y en a beaucoup des scènes de danse, donc 2 c'est pas forcément énorme. C'est une romance hyper creepy entre une gamine de 18 ans et un mec qui a plus de 40 barreaux. Et une gamine qui est d'ailleurs complètement folle, j'ai envie de dire. Je sais pas comment elle est écrite, son personnage, mais elle paraît complètement hystérique. Voilà. Et c'est un film qui en plus est d'une irrégularité assez impressionnante. C'est un film qui est ultra niais. Et puis d'un coup, vous allez avoir un passage de 5 minutes où l'héroïne va chercher sa meilleure amie qui devient dépendante à la drogue et qui fait du striptease. Enfin, il y a une espèce des passages ultra dark qui tombent comme un cheveu sur la soupe. C'est bancal, c'est de mauvais goût, c'est mal réalisé. C'est dommage parce qu'Adrian Lyne il fera L'échelle de Jacob, qui est un putain de film. Et il faut savoir qu'à part ce film-là, il a fait énormément de dubs dans sa carrière. Et Flashdance, malgré que ce soit un film culte qui a énormément de fans à travers le monde, moi je dis, c'est vraiment du très 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 mauvais. Tu oublies de parler de la musique, qui est quand même très sympa. Voilà, la musique, alors c'est pas forcément de la bonne musique, mais c'est de la musique pas très bonne des années 80 qu'on adore, parce que voilà, c'est de la musique un peu vintage, et c'est bien meilleur que les dubs qu'on a actuellement. Il y a un petit côté vintage qui rend le truc assez sympathique. La musique, elle passe, parce que c'est de la musique qu'on connaît tous et qu'on aime bien, mais sinon, y a que ça à sauver, quoi. Donc voilà, pour ma note, ben moi c'est toujours aussi catastrophique, c'est du 2 sur 10. Et bien moi, Flashdance, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu, parce que je l'ai vu quand j'étais un peu plus gosse, enfin je l'ai déjà vu quelques fois. Pour vous dire, je ne me souviens quasiment pas du scénario global, si ce n'est la romance avec le type de 40 ballets. Et moi, je me souviens uniquement des scènes de danse avec de la bonne musique. Donc, si je devais noter ce film, ça serait dans les 4, 5 sur 10 parce que c'est un film assez culte qui est quand même sympathique à regarder pour ses scènes de danse.
Et pour ma part, je vais vous parler d'un film chinois réalisé par Zhang Yimou. Alors désolé pour la prononciation, je sais que ça ne prononce pas comme ça, mais je n'ai pas d'amis chinois à côté de moi, donc je ne peux pas vous la dire correctement. Avec comme acteurs principaux, là, des acteurs vraiment très connus dans le monde asiatique et quelques-uns connus globalement. Chow Yun-fat pour le plus connu, et Gong Li qui joue le personnage féminin du film. Donc La Cité Interdite raconte l'histoire de la dynastie Tang, je crois que de mémoire c'est au 9e siècle, donc en Chine. Et c'est un film qui est qui est connu pour ses décors époustouflants. La Cité Interdite, les costumes, le nombre de figurants, la photographie est juste sublime. On a des couleurs assez jaunes ou rouges qui symbolisent justement les couleurs de la dynastie Tang qui sont magnifiques. Le film est une expérience visuelle unique. Et c'est vraiment là son point fort. En ce qui concerne le scénario, c'est donc la famille impériale qui se déchire petit à petit tout le long du film. C'est par moments assez passionnant, l'intrigue est plutôt sympathique. Ça manque un petit peu de rythme à certains moments, le film dure 2 heures. C'est peut paraître pas très long comme pas très court non plus, c'est dans la moyenne. Et pourtant des fois on s'ennuie un petit peu. Cela dit, le scénario reste quand même très intéressant. La force du film repose également sur ces deux acteurs principaux, qui sont le couple impérial, donc joué par Chow Yun-fat et Gong Li, qui réalisent des performances vraiment très bonnes. Chow Yun-fat est un excellent acteur, normalement de film d'action, là on le retrouve dans un film un petit peu plus historique, et il se débrouille très bien dans le personnage qu'il incarne, puisque c'est un personnage plus méchant que les personnages qu'il a l'habitude de jouer. Gong Li est également très forte dedans. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le film, je vous le reconseille fortement. En ce qui concerne ma note, je mettrai 6 sur 10 parce que bon, je me suis un petit peu ennuyé à un certain moment, mais ça reste un très bon film, une très bonne expérience visuelle. Donc on a eu au moins un bon film dans notre mois. Moi je l'ai pas vu ce film, mais tu m'as donné envie de le voir. On arrive à la fin de cette vidéo qui récapitule un petit peu les sorties cinéma de ce mois de mars et avril. Piètre cru, j'ai envie de dire, puisqu'on n'a pas vu de très bons films. Si ce n'est Batman vs Superman, pour lequel on vous a proposé un débrief complet. Donc j'espère que le prochain mois sera bien meilleur en film, et je te laisse la parole Théo. Ouais, pour la prochaine émission sous cette forme, on essaiera de vous faire sur un seul mois, afin d'avoir moins de films qu'on a vus au cinéma, et plus de films, disons, de toute époque à vous faire découvrir. À suivre, Captain America Civil War. Je sais que t'es très hypé, Fred, n'est-ce pas ? Ah, c'est celui-là le prochain. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, Fred n'est pas forcément un très grand enthousiaste des films Marvel. S'il a été déçu, c'est sur ses derniers films. Donc à suivre. Et vous avez pu noter qu'on n'a pas vu le dernier Michael Bay, qu'on vous avait pourtant promis, c'était 13 Hours. Tout simplement parce qu'il a eu une sortie ultra limitée. Il n'est pas sorti dans notre région, à notre plus grande surprise d'ailleurs. Oui, Michael Bay qui ne sort que dans, je crois que de tête c'était 80 salles en France. Un peu plus, je crois que c'était une 120. Ou 120 salles en France, c'est vraiment ridicule. Et c'est vraiment dommage parce qu'on attendait ce film. Enfin, moi j'attendais ce film depuis un petit moment. J'attends sa sortie sur d'autres supports et on vous en parlera donc promis dans nos films, les films qu'on a vus personnellement. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.